Nous sommes donc entrés de plein pied dans l'ère des spéculations électorales. Taubira, qui caracole à 3% d'intention de vote, sera-t-elle président de la République ? Mélenchon, le gauchiste fou furieux, va-t-il lancer ses supporters à l'assaut de l'Élysée s'il n'est pas élu président de la République ? Macronor Merdator, s'il passe le premier tour, va-t-il se faire pulvériser dans un débat de second tour ? Toutes ces questions sont évidemment importantes, mais la seule question qui compte finalement est la suivante. Qui de Marine, Éric ou Valérie va l'emporter au premier tour pour affronter l'insupportable gamin ? À quelques semaines du scrutin, il semble que ce soit la seule question qui vaille. Du côté des sondages, qui sont aussi fiables que Véran quand il parle du Covid, les deux blondinettes et le brun ténébreux font à peu près jeu égal. Ils caracolent tous les trois autour de 15 à 16% des intentions de vote. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, chacun de ces candidats peut imaginer qu'il sera au second tour. Objectivement, car votre chroniqueur préféré est toujours objectif, ne ment jamais, ne sombre jamais dans l'émotion, ne manipule jamais. Car s'il faisait tout ça, tante Gertrude lui donnerait une sacrée raclée. Donc, objectivement, quelles sont les chances de chacun d'entre eux ? Commençons par la blonde Valilou. Reconnaissons-le objectivement, il est difficile pour une seule personne d'accumuler autant de gaffes politiques que la Valilou depuis un mois ou deux. Dans la même journée, elle peut transformer le blanc en noir, le vert en rouge et le jaune en gris. Tout dépend de la température ambiante, de l'orientation du vent et de l'ensoleillement du jour. Elle est donc illisible et son meeting du Zénith peut être son Titanic. Elle va donc avoir tendance à baisser dans les sondages. Sujet suivant. Continuons par la blonde Marinette. Son organisation est rodée depuis des années, son socle d'électeurs est organisé depuis des années, et il est difficile à Marinette de ne pas être ce qu'elle est depuis longtemps, à savoir une candidate qui veut se normaliser, effacer toute trace d'extrémisme, être tout à fait fréquentable. Dans ces conditions, il est assez peu probable que son électorat se gonfle, et il est assez probable qu'il se dégonfle un peu. Sujet suivant. Terminons par le brun ténébreux Éric. Sa percée est fulgurante, notamment grâce aux réseaux sociaux, mais il est encore inconnu d'un très grand nombre d'électeurs, notamment chez les personnes âgées qui ne fréquentent guère ces fameux réseaux sociaux. Mais comme il laboure le terrain en permanence et qu'il va bien falloir que les grands médias lui donnent le temps de parole légal, la probabilité est grande que son socle électoral grandisse et qu'il dépasse finalement d'une assez bonne tête nos deux blondinettes. D'où un probable deuxième tour Zemmour-Macronor Merdator, et rien que d'évoquer cela, je m'en pourlèche les babines. Tout cela n'est qu'un scénario concocté par votre chroniqueur préféré qui peut juste se tromper grave, je veux dire. L'avenir le dira. Je vous souhaite une très bonne soirée. La communication, et notamment la communication par l'image, est désormais l'outil majeur utilisé par tous les hommes politiques du monde entier. Certes, les discours peuvent être écoutés, mais seuls resteront gravés dans les mémoires les images chocs diffusées par les médias. Déjà, il y a presque un siècle, la diffusion à grande échelle de la remontée des Champs-Élysées par De Gaulle en 1944 mettait en lumière l'impact considérable de l'image au niveau mondial, impact bien plus important que les discours que le général a pu tenir par la suite. La façon dont Vladimir Poutine vient d'accueillir Emmanuel Macron au Kremlin, il y a peu, est à cet égard exemplaire. À l'évidence, le président russe n'avait rien laissé au hasard et la vidéo qui a circulé sur l'accueil qu'il a réservé au président français est un chef-d'œuvre du genre. Qui voyons-nous ? Vladimir Poutine est en position debout, veste fermée, au bout d'une immense table blanche, dans une immense salle blanche,
Le décor est glacial, comme le veut évidemment Poutine. Les portes s'ouvrent et apparaît un Macron, veste ouverte, masqué jusqu'aux yeux bien sûr, qui bredouille à distance quelques mots en anglais avant que Poutine, séparé de son interlocuteur par cette immense table blanche, lui fasse signe de s'asseoir. Un tel accueil est rien moins que glaçant. Et si la posture physique de Poutine est toute de rigueur, Macron, avant de s'asseoir, met fébrilement une de ses mains dans sa poche, traduisant ainsi le malaise qu'il éprouve en face d'un président russe impérial. Scène d'exception. Quel est le sens de cette mise en scène de Vladimir Poutine ? Montrer à la terre entière que les relations internationales à la mode Macron, faites d'embrassades désordonnées, de copinage hors de propos, de sourires convenus et ridicules, ne sont pas de mise au Kremlin. Les relations internationales sont tout autres. Poutine représente un pays doté de l'arme atomique et d'une armée puissante, regorgeant de matières premières, s'opposant frontalement à la déconstruction du monde proposée par les élites occidentales. Par la façon dont il accueille son interlocuteur, il montre aux yeux du monde que la Russie éternelle est à des années-lumière de la mortelle décadence occidentale. De la rencontre Poutine-Macron, il restera dans la mémoire collective la démonstration qu'un grand président a reçu à sa façon, une façon impériale, un président de l'Union européenne qui, pour lui, compte si peu, voire pas du tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Dans la période bien compliquée que nous vivons actuellement, les moments de se réjouir sont assez rares. Et donc, quand ils arrivent, il faut surtout en profiter au maximum. À cet égard, la toute récente prise de bec entre notre dramatique ministre de l'Intérieur, Moussa Darmarien, et la journaliste vedette de BFM TV, Apolline de Malherbe, fut un moment de bonheur intense. Résumons l'affaire. Moussa Darmarien est un ministre dont la nullité brille de tous ses feux. Grand admirateur de Sarkozy au moment où il sévissait à l'UMP, puis grand admirateur de Macron Merdator au moment où celui-ci a pris le pouvoir, avant d'être grand admirateur de Taubira si celle-ci est élue président de la République. Darmarien s'est moulé dans les postures des gens qui l'admirent. Je cause beaucoup, mais je ne fais rien. Ainsi, concernant l'explosion de l'insécurité en France, Moussa Darmarien passe de plateau de télévision en plateau de télévision pour expliquer que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde sécuritaire français, puisque l'insécurité s'écroule littéralement. Voilà pour Moussa Darmarien. Passons à Apolline de Malherbe de BFM TV. Comme chacun le sait, la journaliste comme son employeur, sont totalement inféodés à la Macronie, sont les fidèles porte-parole caniches de la Macronie, défendent envers et contre tout la Macronie, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se fasse. Mesdames et messieurs les téléspectateurs de TV Liberté, je viens donc de vous présenter les acteurs de la pièce de théâtre extraordinaire qui va se jouer sur le plateau de BFM TV. Voici maintenant la pièce de théâtre elle-même. Apolline pose à Moussa des questions sur l'insécurité. Moussa devient insultant. Et Apolline lui répond sur le même ton. Il s'empaille vigoureusement comme chien et chat. Tout cela est à pleurer de rire. Inutile de revenir sur leurs propos, mais cherchons plutôt le sens de cette altercation. Comment un ministre totalement soumis à la Macronie peut-il avoir une telle altercation avec une journaliste totalement soumise à la Macronie ? Cela signifie que petit Moussa, du haut de son mètre 32, affiche un profond mépris pour des journalistes, même amis. Que Moussa traficote ces chiffres de l'insécurité au point que ses journalistes amis s'en offusquent. Qu'Apolline, simple petite journaliste people, se permet de moucher un ministre en direct,
que BFM TV, cherchant pour une fois la vérité, est classé par Moussa dans la catégorie honteuse de CNews. Tout cela est hilarant et peut révéler une fissure en train de s'agrandir entre un système macronique qui peut s'effondrer au printemps prochain et une télévision macronique qui commence peut-être à donner des gages à droite au cas où celle-ci gagnerait les prochaines élections. Finalement, cette prise de bec ridicule a peut-être plus de sens qu'on ne l'imagine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si quelqu'un soutient Mélenchon, c'est bien, parce que Mélenchon, il sent bon le cochon. Si quelqu'un soutient Hidalgo, c'est beau, parce qu'Hidalgo, c'est la reine des bobos. Si quelqu'un soutient Macron, c'est bon, parce que le Macron, il nous picouse à fond. Mais si quelqu'un soutient Zemmour, c'est nul, car c'est une vraie crapule. Ce n'est pas bien, ce n'est pas beau, ce n'est pas bon de soutenir Zemmour. Nous le savons, puisque Marine nous l'a dit et puisqu'un journaliste nous l'a dit. Commençons par Marine. Si l'on soutient Zemmour, l'on est soit catho-tradi, soit païen, soit nazi, qu'elle dit. Peut-être d'ailleurs les trois à la fois, pourquoi pas. Essayons de réfléchir à cette formulation brillante de la blonde Marine. Commençons par le soutien des catho-tradis. En gros, cette population est celle qui aime beaucoup la messe et qui aime beaucoup la messe en latin. Le problème, c'est qu'Éric est de confession juive. Malaise dans les chaumières. Passons maintenant à la population païenne. Cette population est celle qui se prosterne de jour comme de nuit, et quand c'est de nuit, elle se prosterne toute déshabillée, devant des dieux improbables, la lune, le soleil, l'étoile polaire, la planète Mars et l'aigle du Pendjab. Le problème, c'est que cette population est exactement à l'opposé de la population des catho-tradis. Nouveau malaise dans les chaumières. Penchons-nous maintenant sur la population nazie. À se réclamer du nazisme, il n'y a guère que quelques rares nostalgiques du moustachu allemand, selon des études les plus sérieuses, et donc il serait chez Zemmour. Énorme malaise dans les chaumières, mais bon, si Marine le dit, ça doit être vrai. Mais ce n'est pas tout. Un journaliste d'une rare intelligence a décrété que les soutiens de Zemmour sentaient très mauvais des pieds. Il pue d'eps, comme disent les jeunes. Et ça complique tout. C'est la catastrophe. Ça devient mathématiquement incompréhensible. En effet, comment imaginer qu'on puisse amalgamer les catho-tradis, les païens, les nazis et les gens qui sentent très mauvais des pieds. Car en fait, ceux qui dégagent une forte odeur de pied, combien sont-ils en France et sont-ils uniquement des soutiens de Zemmour ? C'est une affaire compliquée, car j'ai entendu dire que Mélenchon dégage une certaine odeur quand il enlève ses chaussures en public. Il paraît que c'est la même chose pour Pécresse, la pauvre biquette. Alors, ces deux-là seraient aussi zémouriens ? Décidément, il n'y en a que pour Zemmour. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait aussi rajouter au soutien de Zemmour la population des sans-dents, si chère à François Hollande, qui avait décrété en son temps que l'extrême droite et les sans-dents, c'était chaussettes puantes et puantes chaussettes. Finalement, Marine a jeté un beau pavé dans la mare. Le journaliste lumineux en a rajouté, et du coup, les soutiens de Zemmour passent leur temps à se demander qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont et s'ils sentent fort des pieds. Décidément, les périodes électorales dégagent des drôles de parfums. Je vous souhaite une très bonne soirée. Aujourd'hui, le sport le plus branché est la course au ralliement. Cela est furieusement tendance et cela passionne les médias.
Et finalement, il n'est peut-être pas si stupide que cela de suivre de très près ce nouveau sport, car il nous donne des enseignements réjouissants sur les prochaines élections. Par exemple, l'on voit régulièrement des têtes du Rassemblement national filer dardard chez Zemmour, alors que l'on voit peu et même aucun sympathisant de Zemmour filer dardard chez la blonde Marine. Ce qui signifie tout simplement que Zemmour s'est attiré, alors que Marine peut décourager. Passons sournoisement et vicieusement du côté du parti Les Républicains. Votre chroniqueur préféré autoproclamé disait haut et fort depuis des années et des années que ce parti était une catastrophe pour la France, car il a la conviction, la force et le courage de la fourmi du Cantal qui prend un bain de soleil. Reconnaissons-le, je ne me suis pas trompé. Passons sur le fait que Valérie Pécresse dit tout et absolument le contraire de tout, en enrobant sa vacuité dans un sourire perpétuel et perpétuellement un peu niais. Son meeting raté du Zénith traduit impitoyablement cette nullité. Cela étant dit, l'on voit parfaitement que ce parti ne correspond plus à rien, puisque certains de ses membres influents passent sans le moindre problème chez les macronistes, et que d'autres passent sans le moindre problème chez les zémouriens. Pour tous ces gens-là, aucun effort idéologique à faire, leurs pensées fluctuent au gré du vent qui passe vaccinal, et ils peuvent donc s'adapter sans le moindre effort au parti qu'ils ont rejoint. Ils expliqueront même d'ailleurs qu'ils étaient en phase depuis des siècles avec le parti qu'ils ont rejoint et qu'ils n'étaient restés chez les Républicains que par fidélité, que par abnégation, par une noble fidélité, par une fidélité exemplaire. Là où les choses deviennent franchement comiques, c'est lorsqu'un ancien président de la République, qui a magnifiquement planté son quinquennat, qui a objectivement participé à grande échelle à la déconstruction de la France, fait des risettes au parti Les Républicains sans que l'on sache très bien où il habite désormais. Soyons clairs, le parti Les Républicains existe toujours, la bête est blessée, mais n'est pas encore morte, et il reste quelques semaines à nombre de dirigeants et sympathisants qui n'ont véritablement rien à faire dans ce parti pour qu'ils rejoignent les macronistes s'ils veulent continuer à détruire la France, ou les zémouriens s'ils veulent contribuer à la sauver. Gilbert Bécaud chantait « L'important c'est la rose », nous chantons « L'important c'est la France ». Je vous souhaite une très bonne soirée.